Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à notre nouvelle solution, le SDT Vigilant, ainsi que ses Common Sense utilisés pour faire du Online Condition Monitoring, ultrasons et vibrations. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je serai en direct depuis la Belgique et j'accepterai les retardataires qui arrivent. Je vous présente mes excuses pour ces 5 petites minutes de retard. Pourriez-vous, juste avant que je continue, me confirmer dans le chat 2 choses? La première chose qui fonctionne bien et la seconde, que vous m'entendez et que vous me voyez. Enfin, plutôt que vous voyez l'écran. Moi, c'est accessoire. C'est OK, alors c'est tout bon, on peut y aller. Donc, je me présente, je suis Benoît Degrave, je suis également directeur commercial de SDT. Donc, rapidement, SDT est une société belge qui a commencé ses activités en 1975, si on le dit à la belge, ou 1975, si on le dit à la française. Et je salue les Français qui sont présents aujourd'hui. Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'appareils de mesure à ultrasons dédiés aux économies d'énergie quand on traite des applications telles que la chasse aux fuites ou le contrôle de vannes et de purgeurs vapeur. Et d'autre part, dédiés au condition monitoring, donc le suivi de machines tournantes en industrie. Alors, voilà le programme que j'ai concocté pour aujourd'hui, tout en sachant qu'à n'importe quel moment, je vous invite à réagir dans le chat s'il y a des choses qui seraient éventuellement pas claires ou incomprises. Je me ferai un plaisir d'essayer de repasser dessus et d'éclairer votre lanterne. Mais je vais tout d'abord commencer par rappeler quelques notions fondamentales liées, ou théoriques fondamentales liées à l'ultrason, car force est de constater que trop souvent, on met en opposition d'un côté la vibration et de l'autre l'ultrason, et finalement, ce sont deux technologies très complémentaires, et si on les oppose, bien souvent, c'est parfois qu'on ne comprend pas toujours très bien les différences ou les subtilités. Voilà, ce qui m'amènera au point 2, forcément. Je vous présenterai ensuite les caractéristiques de notre solution de surveillance online, donc qui est le Vigilant, et puis je passerai avec vous en live à travers un petit peu l'interface pour que vous voyez qu'est-ce qui se cache derrière. Et puis on finira par un question-réponse et j'essaierai de trouver réponse à toutes vos questions. Si je ne les ai pas, je vous promets de revenir vers vous ultérieurement après avoir consulté mes collègues ici en interne. Alors, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet avec quelques rappels sur les fréquences. Je vais couper mon téléphone pour éviter de déranger. Alors, le domaine fréquentiel, donc il existe en acoustique 3 gammes de fréquences. Nous avons les infrasons, le son audible et les ultrasons. Des infrasons, ce sont des fréquences sonores qui se situent en dessous de 20 Hz. Des fréquences que l'on ne peut pas expérimenter avec le capteur que nous a donné Dame Nature, donc qui sont nos oreilles. Ce que nos oreilles sont capables de déceler comme fréquence, ce sont des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Et au-delà de 20 kHz, nous passons dans le domaine ultrasonore. Et chez SDT, nous avons des capteurs de type piézoélectrique résonant sur une fréquence fixe de 38,8 kHz. Alors, pour faire de la chasse aux fuites, c'est hyper utile, car ça va permettre le fait de venir travailler ici en ultrason, ça permet de venir s'isoler du bruit ambiant de l'installation ou de la production, qui se situe ici généralement dans le domaine audible, et d'avoir un filtre naturel sur nos capteurs qui nous permet de nous concentrer en fait sur les phénomènes que l'on recherche, et dans le cadre de la chasse aux fuites, donc ce sont plutôt les turbulences générées par ces fuites. Alors, la particularité de la technologie ultrason, c'est qu'on a toujours cette première approche qui est l'écoute. Alors, l'écoute peut paraître un petit peu archaïque, mais nous, on trouve ça très pratique parce que ça parle au plus grand nombre. Quand on a un technicien qui a très peu de formation, bien souvent, il va mieux comprendre sa machine en l'écoutant d'abord, plutôt qu'en voyant une valeur de mesure. Donc, connecter, si vous voulez, les techniciens avec leur sens directement à leur machine, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et plutôt que d'avoir une approche type stéthoscope qui va amplifier des sons audibles, nous allons donner accès à ce technicien à des ultrasons, donc qui sont ici, pour rappel, toujours à 38,8 kHz.
Tous ces appareils ici vont hétérodyner le signal pour le retransmettre dans un casque audio à 2 kHz. Donc, ça va permettre au technicien de pouvoir écouter sa machine. Alors, quels sont les phénomènes qui créent des ultrasons? On a des phénomènes de friction, comme ceci. Ça, ce sont des choses que l'on va retrouver au niveau d'un corps de fuite avec un gaz qui va frotter avec l'orifice de fuite, mais également au niveau d'une machine tournante lorsqu'on est face à un problème de lubrification, mais on va avoir des phénomènes de friction excessive. On va avoir des phénomènes d'impact qui génèrent des ultrasons et des impacts précoces, parfois avant même que ce soit détectable en vibration. On a des phénomènes de turbulence qui peuvent être à la fois externes, comme des fuites en pression, mais également internes, lorsque l'on contrôle des purgeurs vapeur ou encore des étanchéités de vannes. Lorsqu'une vanne est en position fermée et non étanche, elle va générer à l'intérieur une turbulence qui va elle-même générer un ultrason que l'on pourra détecter, mesurer et suivre dans le temps. Finalement, le dernier phénomène qui génère des ultrasons, ce sont des décharges partielles. Donc, ce sont des défauts en haute tension principalement. Et je crois que j'aurai quelques exemples un petit peu plus. Quelques rappels sur la propagation de l'ultrason dans la matière. Alors, les ultrasons sont de faible énergie et la personne que vous voyez là derrière, donc c'est Alan Renstra, qui est directeur de SDT nord-américain, qui a l'habitude de dire que les ultrasons aiment bien rester à la maison. Oui, forcément, ils sont de faible énergie. Et là, je peux tout doucement commencer à faire des petites comparaisons avec la vibration. Une vibration est souvent de forte énergie et va se propager sur de longues distances et à travers toutes les structures. Et c'est pour cette raison, quand on fait de l'analyse vibratoire, c'est très important de bien connaître la cinématique d'une machine et les fréquences de défaut, car elles se superposent toutes les unes aux autres, et c'est important de pouvoir identifier précisément à quoi elles se rapportent. L'ultrason, c'est un tout petit peu différent. Comme le signal est d'assez faible énergie, l'endroit où on va poser le capteur, c'est généralement l'endroit où la mesure va être prise et l'organe que l'on va mesurer et suivre. Donc, on va partir ici du capteur et remonter progressivement jusque la solution. Donc, le Vigilant, c'est une solution filaire, du capteur jusqu'au boîtier. Et puis, du boîtier, on va pouvoir se connecter dessus, soit par Wi-Fi, Ethernet ou 4G. Donc, le couplage à la machine est important. Et il y a différentes manières de le faire, soit avec des embases magnétiques, comme vous le voyez ici, soit avec des embases à coller, soit encore en taraudant directement dans la machine. Le dernier accessoire que vous voyez ici, le Lube adapteur, c'est pas du tout pour le Vigilant, c'est plutôt pour des solutions telles que le Lube Expert ou le Lube Checker, donc des appareils plutôt dédiés au graissage conditionnel. Donc apporter la bonne quantité de graisse au bon moment sur un roulement. Donc bien évidemment, et ça on retrouve aussi un petit peu la même chose en vibration, le couplage à la machine va être déterminant pour assurer une bonne collecte de mesures et s'assurer qu'on mesure des choses qui sont pertinentes. Donc c'est important de bien garder ça en tête. Idem ici sur des paliers. Alors ici de nouveau on retrouve, excusez-moi je vais un peu vite, de nouveau on retrouve ici le lube adapteur, donc ce lube adapteur en fait rapidement, ici vous voyez que j'ai encore un orifice sur lequel je vais pouvoir visser ma pompe à graisse et en fait ça permet d'avoir une solution tout en un accrochée sur la pompe à graisse et de pouvoir écouter le graissage des roulements. Mais à nouveau ici dans le cadre du Vigilant, je n'utilise absolument pas cet accessoire. Un petit peu avant, je vous parlais de friction et c'est important de vous montrer ce qu'est de la friction. Alors pour ce faire, je vais directement utiliser ici mon Vigilant. Donc vous voyez, j'ai un banc test ici, sur lequel j'ai un roulement de très faible vitesse, très faible charge, sur lequel j'ai un accéléromètre et ici j'ai un capteur ultrasonore. Alors si vous vous posez la question, tiens, pourquoi mon capteur ultrasonore est dans cette position et l'accéléromètre ici, c'est juste à cause de l'encombrement, j'ai pas beaucoup de place. Mais pour l'ultrason, ça ne fait pas trop de différence, étant donné que je travaille en acoustique. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur la partie de gauche de mon écran? Ici, je retrouve tout ce qui est des dashboards liés aux mesures ultrasonores, donc c'est directement ce capteur-ci. Et ici, sur la partie de droite, ce sont les valeurs de vibration directement attachées ici à mon accéléromètre. Alors ici, je vais essayer de mettre en évidence le niveau de sensibilité de l'ultrason au phénomène de friction.
Donc, c'est une démonstration plutôt scientifique. Donc ici, mon roulement ne tourne pas, je touche simplement mon banc test. Donc, vous voyez, je crée une excitation avec mon doigt au niveau du banc. Et vous voyez ici sur la partie de gauche, mon capteur ultrasonore réagit instantanément à ça, là où la vibration a un petit peu plus de mal, car beaucoup moins sensible à ce type de phénomène. Alors, vous le voyez également ici au niveau des valeurs de mesure. On voit que je monte ici jusqu'à 10 à peu près. Et ici, en vibration, on voit que ça ne réagit pas réellement. Hop. Alors, excusez-moi, on me dit qu'il y a quelqu'un qui attend dans le lobby, mais je ne le vois pas. Alors, idem tout à l'heure, on parlait d'impact. Et de nouveau, c'est important de resituer un petit peu le niveau de sensibilité de l'ultrason à ces phénomènes d'impact. Alors ça, c'est une démonstration que je fais généralement quand je rencontre des clients qui ne connaissent pas bien l'ultrason, mais j'utilise ma montre tout simplement, car dans ma montre, il y a des engrenages qui bougent, qui pourraient générer ce qu'on pourrait qualifier d'impact, mais ce sont plutôt des inversions de rotation. Ça crée un signal acoustique que l'on va pouvoir expérimenter, et ici, de nouveau, comparer un petit peu avec des mesures de vibration. Donc à nouveau, je vais mettre pause. À nouveau, j'ai ici sur la gauche mes mesures ultrasonores, donc mon signal temporel, ma FFT, ainsi que ma RMS. Ça, c'est une courbe de tendance, c'est moins pertinent ici. Et même chose ici en vibration, donc le signal temporel, ma FFT, la RMS et la courbe de tendance, qui dans ce cas-ci sera à nouveau moins pertinente. Alors ici, je vais venir mettre en contact une montre avec mes deux capteurs. Et vous allez voir ici sur la gauche, je vais avoir donc forcément un impact. C'est le moment où j'ai posé la montre sur ces deux capteurs, donc que l'on détecte aussi bien en vibration qu'en ultrason. Mais je vois aussi instantanément ces impacts et ces inversions d'engrenage qui apparaissent dans le signal ultrasonore de manière plus explicite qu'en vibration. Voilà, il y a une mise à échelle automatique, on le voit un peu mieux maintenant, sur la partie de gauche. Et si je zoome, ici je vais maintenant mettre le signal en live. Et on peut venir écouter en fait le bruit de cette montre. Donc toujours un attrait très particulier pour l'écoute en ultrason, c'est vraiment une approche qu'on aime beaucoup. C'est toujours intéressant de venir écouter ce que nous dit une machine. Alors ici, un petit peu un autre exemple d'impact. Donc cette fois-ci, j'ai mis en route ce banc test. Donc faible vitesse, faible charge, forcément. Donc ça, c'est un moteur de modélisme. Ici, c'est un petit roulement sur lequel on a généré un défaut en retirant la bague externe ou interne, je ne me rappelle plus très bien, et sur laquelle on a mis un coup de pointeau avec un marteau. Alors on voit clairement ces impacts. Et ici, c'est le signal qu'on entend, c'est celui qui sort du vigilant. Donc on entend bien ces impacts comme des petites détonations. Et voilà. Alors ici, on voit le signal quand j'ai touché le capteur avec mon doigt. Donc on voit de nouveau ici sensible à l'impact et à nouveau très sensible au phénomène de frottement. Concernant les turbulences, pour illustrer un petit peu les turbulences, ici j'utilise des mesures qui sont sur des purgeurs. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai des valeurs aussi élevées, c'est simplement parce que dans le vigilant, je n'ai pas accès à toutes les applications possibles. Donc, sur certains canaux, je vais mettre pause, sur certains canaux, j'utilise des fichiers de simulation, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai mis sur des entrées des signaux wave extraits de purgeurs. Alors ici, de nouveau, je vais mettre le son sur l'un des purgeurs, et donc c'est vraiment très sympa de pouvoir à distance écouter le signal d'un purgeur. Voilà, donc on entend les cycles de décharge. Voilà.
encore un cycle. Donc ça, c'est vraiment pour des installations haute criticité. On a de plus en plus de demandes ici pour du suivi de purgeurs. Donc c'est quelque chose que vous pouvez également faire. Attention, bien mettre une barrière thermique entre le purgeur et le capteur pour éviter qu'il n'atteigne des températures trop élevées. Finalement ici, dernière application, dernier phénomène qui génère des ultrasons, donc ce sont des défauts électriques, effet couronne, cheminement et étincelage. Et la même chose, si vous avez, on va pas trop parler de transfo, mais si vous avez des armoires électriques, pourquoi pas, j'ai jamais encore eu l'opportunité de le faire, mais pourquoi pas mettre à l'intérieur des capteurs airborne pour détecter d'éventuelles décharges partielles à l'intérieur. Alors, je vais à présent ici replacer l'ultrason dans ce que j'appelle la maintenance prévisionnelle et non pas prédictive, qui est un anglicisme. Ici, donc, dans la courbe DIPF, que vous devez tous connaître, qui reprend le cycle de vie complet d'une machine, à partir du moment où elle est dessinée dans un laboratoire, puis mise en production, pour être finalement installée ici entre I et P. Hop, excusez-moi, je vais un petit peu vite. Entre I et P ici, chez le client. Et donc, on va retrouver ici entre I et P une stratégie de maintenance proactive dans laquelle on peut faire l'élimination des balourds, mais également du lignage, donc mettre tout en œuvre pour éviter que la machine tombe dans un mode de défaillance. Et vous voyez qu'on retrouve également ici l'ultrason. Pourquoi on retrouve l'ultrason dans la maintenance proactive? Parce que quand on attaque l'application qui est le graissage conditionnel, donc venir graisser un roulement en fonction de ses états de friction traduits en ultrasons, mais finalement, si on s'y prend assez à l'avance, on va pouvoir vraiment ici rester dans une maintenance proactive et entretenir le bon film de lubrifiant sur le roulement. Alors forcément, à un moment, ce roulement, on va rentrer dans une période de fatigue, et donc on va avoir un écaillage ou un défaut sur ce roulement qui va lui-même générer du choc, comme on a pu le voir avant, des impacts que l'on va également pouvoir détecter en ultrasons, puis en vibration, puis en sondide, puis en thermographie, et puis ça va casser, et là on a un arrêt de production. Alors, chez SDT, on a des préconisations d'alarme sur une fois qu'on identifie une baseline sur un roulement, c'est ce qu'il y a toujours de plus compliqué en soi. Donc, chaque roulement a un niveau de friction qui lui est propre et une valeur en ultrasons qui lui est propre, en fonction de sa vitesse de rotation, de sa charge, du type de roulement, de son niveau de lubrification. Mais une fois qu'on a identifié cette baseline, qui est ici, on aura toujours sur tous les roulements les mêmes écarts de mesure, à savoir plus 6 dB si on a un défaut de graisse, plus 8 si on a un début d'écaillage et plus 16 lorsqu'on a un écaillage avancé. Alors ici, ce sont des valeurs de mesure avec un exemple ici, pourquoi pas 18. 18 plus 6, plus 8 et plus 16 vous permettent de prédéfinir des niveaux d'alarme dans le vigilant qui vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Alors on va écouter ici toujours cette notion de se connecter à la machine avec l'essence. Écoutons un roulement bon. Voilà, alors là, c'est le signal d'un roulement qui est en bonne santé, avec un bon film de lubrifiant. Et on voit que le signal est plutôt linéaire. J'assimile souvent ça à une autoroute qui est plate, qui est bien entretenue, comme en France. Vous avez de très très belles autoroutes. Le signal suivant ici, donc plus 6 dB. Donc là, on a une élévation du son. On a un signal qui est un petit peu plus râpeux. Donc c'est comme si la route était plus granuleuse. On a une réduction du film de graisse. Et donc, à certains moments, on va avoir des contacts métal-métal avec les éléments roulants, bague intérieure, bague extérieure. Et donc là, ça indique qu'il serait intéressant d'aller apporter un petit peu de graisse à ce roulement et voir un petit peu comment il réagit. Et si on retombe sur la baseline. Plus 8 dB, donc là, on va rentrer sur un écaillage précoce. Alors là, on
entend des chocs. Dans ce cas-ci, on aura beau venir appliquer de la graisse, on ne retombera plus jamais sur la baseline, on restera toujours plus haut. Et ça indique qu'on est en début d'écaillage. Et là, ce qui est intéressant, si on utilise le vigilant, ce serait peut-être de raccourcir, si vous voulez, les collectes de mesure. Si on prend une mesure toutes les heures et que c'est une machine critique, on va peut-être le faire toutes les demi-heures. Et plus 16 dB, ben là, on est vraiment sur un écaillage très avancé et on a un fort risque de défaillance. Voilà. Alors, ultrason versus vibration, ben, à nouveau, je reprends un petit peu... J'aime pas trop le terme de versus, c'est pas vraiment l'un opposé à l'autre, c'est l'un avec l'autre, et chacun a ses sensibilités. Donc ça, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, donc avec ce signal de montre. Hein. Je crois que j'avais vu une remarque, vous auriez dû le poser sur le roulement, oui, j'aurais pu le poser sur le roulement. Voilà. Ici, j'ai mon roulement qui tourne avec mon défaut. Et vous voyez ici, je vais venir générer une vibration physique sur le banc. Et vous voyez à gauche, ben, l'ultrason ne réagit pas, ou très peu. Par contre, le capteur de vibration, lui, réagit bien. Donc c'est toujours très important, ben, ça dépend toujours un petit peu de la criticité de machine et de la stratégie de maintenance. Mais coupler les deux technologies permet vraiment d'avoir une vue très complète, très précise sur ce qui se passe sur l'installation. Donc on voit ici, ben, mon ultrason, mon signal reste assez plat, ma vibration réagit bien à ces phénomènes de vibration. Quelques mots sur la solution. Donc ici, c'était les quelques rappels des notions théoriques fondamentales sur l'ultrason, mais vraiment en très court, et les différences entre les deux technologies. Je vais maintenant ici introduire un petit peu ben, les deux technologies, hein. Enfin pas les deux technologies, la solution vigilant. Donc, quand on veut faire de la maintenance conditionnelle, on a deux solutions. Soit on utilise des appareils portables et on se déplace physiquement d'une machine à une autre pour faire de la collecte de mesures. Mais pour des machines à plus haute criticité, on va l'instrumenter en ligne en mettant des capteurs à demeure reliés à un boîtier d'acquisition qui, pour SDT, s'appelle le Vigilant. Le but du Vigilant, c'est d'être averti le plus vite possible lorsque l'on a un comportement en dérive, lorsque on a une suspicion de défaillance, c'est d'être averti le plus vite possible et d'éviter qu'il y ait entre deux collectes de mesures. Si on fait une collecte avec un appareil portable peut-être tous les 2 mois, c'est d'éviter ou du moins de diminuer le risque qu'en déant ces 2 mois, la machine ne tombe dans un mode de défaillance très avancé et qu'on ait très peu de temps de réaction. La particularité du Vigilant, c'est que c'est une boîte noire, au propre comme au figuré, c'est-à-dire que j'ai 8 entrées dynamiques dessus, dans lesquelles je peux mélanger de l'ultrason et de la vibration, mais tout reste dans l'appareil. Ça veut dire que le logiciel tourne dans le boîtier, et je me connecte dessus, soit en Ethernet, soit en Wi-Fi, soit avec une carte SIM, donc en 4G. Une mémoire interne de 4 Go. Et cette mémoire, il va falloir un petit peu la challenger et donc appliquer des stratégies de stockage. Par exemple, une stratégie de stockage, c'est de se dire, pour éviter de saturer inutilement la mémoire et finalement de collecter ou de stocker des mesures qui ne sont pas très intéressantes, c'est de se dire, dès que j'ai un niveau d'alarme, j'ai une courbe de tendance peut-être rafraîchie toutes les minutes, mais dès que j'ai un niveau d'alarme, dès que j'ai une machine en alarme, je vais déclencher une stratégie de stockage qui sera peut-être le stockage du signal wave et du spectre toutes les heures ou tous les jours ou tous les 2 mois ou toutes les 2 minutes. Cette stratégie de stockage est aussi propre à la criticité machine que l'on va mettre avant. Et donc là, l'utilisateur fait un petit peu ce qu'il veut et va permettre d'allonger ou de diminuer cette capacité de stockage. Donc là où la tendance serait de se dire, on a de plus en plus de solutions qui arrivent sur le marché en se disant, voilà, tout est stocké sur des serveurs dans le cloud, on ne sait pas toujours très bien où vont toutes ces mesures, mais ici c'est un petit peu l'inverse. Tout est stocké
en interne dans le boîtier et vous récupérez ces données, vous les mettez où vous voulez. Alors, sur le Vigilant, une fois qu'on a paramétré les points de mesure, vous avez différents dashboards que vous pouvez customiser à votre image et en fonction de l'utilisateur qui se connecte sur la solution. Donc, la solution est vraiment personnalisable à souhait et vous pouvez choisir différents types de widgets tels que des mimiques ici, donc c'est-à-dire avoir une cinématique de la machine et des points de mesure aux endroits que vous souhaitez, faire du signal temporel, avoir des matrices de mesure, donc avoir une grande matrice avec toutes les mesures connectées, enfin tous les capteurs connectés sur la machine et avoir l'info en live. Vous avez des fenêtres cascades, vous avez bien sûr des trends, donc pour faire de la tendance, de la FFT, et ici, ça c'est de nouveau une mimique, ici. Donc ça c'est sur base d'une image 3D, là c'est sur base d'une image réelle de la machine. Alors, c'est tout à fait personnalisable, hein. Donc, vous le voyez ici au-dessus, on passera là-dessus tout à l'heure. Mais vous avez différents onglets ici, hein, comme si vous ouvriez dans votre navigateur une nouvelle fenêtre. Et la fenêtre, vous la configurez comme vous voulez. Donc, la seule limite ici, c'est votre créativité, en fait, tout simplement. Voilà, ici, ça, ce sont différents exemples que l'on peut retrouver. Voilà encore un exemple ici, avec un utilisateur qui était simplement intéressé par la courbe de tendance avec l'indicateur de mesure au-dessus. Pourquoi pas? Encore un exemple ici. Donc, juste des indicateurs de mesure avec les niveaux d'alarme et les courbes de tendance à côté. Ça, c'est à vous de voir. Alors, il est possible d'aller récupérer ces valeurs de mesure en Modbus TCP/OCP. Et de les remettre, donc ça c'est de nouveau un exemple chez un de nos clients qui nous a dit j'aime beaucoup le boîtier, mais j'ai surtout envie de récupérer ces informations brutes et de les mettre dans mon système de monitoring propre, pas de souci, vous récupérez, vous paramétrez la communication Modbus et vous récupérez ces infos. Cet appareil est assez petit, comme vous le voyez ici, donc ça pèse 420 grammes, c'est très faible encombrement. Alors, il se décline en deux versions. Donc, on a une version que l'on appelle permanent. Donc, le permanent, comme son nom l'indique, c'est une installation permanente. Donc, on le met dans une armoire et puis vous tirez vos câbles et ça ne bouge pas. Donc, il vous faut une alimentation également pour ce boîtier. Ou alors en version que l'on appelle Mobility. La version Mobility, c'est pour de la surveillance semi-permanente. Un bon exemple, c'est par exemple, on a un client qui monitore des éoliennes. Et ce qu'il s'amuse à faire, c'est d'installer les capteurs sur une éolienne pendant, je ne sais pas, entre 2 et 3 mois, collecter les mesures et voir un peu le comportement, et puis il va déplacer la boîte et le mettre sur une seconde éolienne pour comparer un peu ces mesures avec l'éolienne d'à côté. Alors, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, voilà, ici, on part toujours d'une application, donc on décide de monitorer une application. Très souvent, ça va être du mécanique, hein, des engrenages ou des roulements. Là-dessus, on va décider, qu'est-ce qu'on décide de monitorer en dynamique? On a deux choix, soit de la vibration, soit de l'ultrason. Donc, ce sont des voies dynamiques et statiques, par l'arrière ici. Et à l'avant, on peut faire des mesures statiques en faisant de la température, vitesse de rotation, du process, courant, analyse d'huile. Donc là, c'est propre au langage de communication des capteurs du commerce. Vous pouvez les rajouter dessus. La récupération de données se fait soit via Ethernet, ici, et donc toujours via l'interface du navigateur web que je vous montrerai juste après, soit en cellulaire, soit en Wi-Fi, ou encore en Modbus TCP/OPC. Oui, ça c'est une autre vue qui dit à peu près la même chose. Ce boîtier est connecté à nos capteurs que l'on appelle Common Sense. Pourquoi Common Sense, si vous vous posez la question? C'est parce que c'est Condition Monitoring Sensor.
Le langage de communication de ces capteurs ici, c'est du 0,10 volts. On en a 3 disponibles. On a soit le RSV, donc capteur de contact que l'on vient visser, soit sur un taraudage sur la machine, soit sur une embase magnétique, soit sur une embase à coller. On a un capteur ouvert ici, ultrason, mais fermé, donc pour avoir un meilleur indice IP, et finalement un capteur ouvert avec un indice FP un petit peu plus faible. Je ne les connais pas par cœur, ils sont dans nos fiches de spec. Je vais maintenant rapidement passer avec vous en vue. Je vais naviguer un petit peu à travers l'interface et on va voir ce qu'on trouve. Ça, je peux couper. Est-ce que je n'ai pas déjà une fenêtre ouverte ici? Voilà, donc ici, je suis connecté en 4G sur mon Vigilant qui est, vous ne le voyez pas, mais sur mon bureau ici. Alors, je vais me connecter sur le compte admin. Donc, vous pouvez ici, je vais vous le montrer, peut-être commencer par là. Je me connecte dessus. Vous pouvez gérer différents types d'accès sur votre Vigilant. Donc, vous avez 3 niveaux de privilèges. Vous avez l'admin. Forcément, l'admin, il peut tout faire. Il peut changer des configurations de mesure ou en créer de nouvelles. Mais il peut également gérer tout ce qui est accès au Vigilant. Vous avez ensuite l'analyste. L'analyste peut uniquement changer les configurations de mesure, en créer des nouvelles ou changer des paramètres, mais il n'a pas accès à toute la partie système qui va gérer les accès au Vigilant. Et puis, vous avez un accès viewer, où le viewer va pouvoir créer ses propres dashboards ici, visualiser toutes les mesures qui ont été paramétrées par un analyste ou par un admin, et il n'aura évidemment pas accès non plus à tout ce qui est accès communication avec le Vigilant. Alors, le viewer pourra également visualiser les paramétrages de mesures, ça c'est sûr, mais il ne pourra pas les modifier. À l'issue de ce webinaire, je vous donnerai un accès viewer à mon Vigilant. Comme ça, vous pourrez aller un peu jouer par vous-même, créer vos dashboards, enfin, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ici, je suis sur la vue dashboard de mon Vigilant. Mais avant, j'entends que quelqu'un a démuté son micro. Je vais le remuter. Voilà, ici. Je ne sais pas qui c'est. C'est très reposant, j'entends des oiseaux. C'est Alberto. Donc, si Alberto pouvait couper son micro, ce serait très sympathique. Alors, avant d'arriver dans le dashboard ici, on passe par la phase de configuration. Donc, avant d'avoir des dashboards qui prennent vie, il faut configurer le Vigilant. Alors, je vais passer rapidement, pas en détail dans tout, parce que c'est assez complet comme solution et on peut aller très loin. Mais ça part bien évidemment de capteurs. Donc, dans Sensor, vous allez créer tous les capteurs que vous allez utiliser ici pour collecter des mesures. Donc, on voit qu'actuellement, sur mon Vigilant, j'ai un Common Sense de contact, un Airborne. J'ai également un accéléromètre 100 mV par G. J'ai également un IEPE, mais que j'ai Common Sense ultrason, mais que j'ai ici déconnecté. Une fois que vous avez créé ici les capteurs que vous allez utiliser, vous allez les attribuer à une voie de mesure. Donc, ils sont ici. Donc, je retrouve mes 8 inputs dynamiques et mes 4 inputs statiques qui ne sont pas ici utilisés. Et on voit ici quel input est attaché à quel capteur. Alors, vous voyez ici que l'input 4, 5, 6 et 7, je n'ai pas de capteur dessus. Et pour ce faire, pour quand même donner vie à certains de mes dashboards, j'y ai mis, à des fins de démonstration, des signaux de simulation. Dans un cas, j'ai mis ici le signal wave d'un roulement qui est bon, un steam trap modulant, un roulement qui est mauvais et un autre roulement bon. On voit également à quelle machine ils sont attachés, donc ces inputs, et ces machines, je les retrouve ici en dessous. Vous voyez, j'ai mon petit banc de démo, j'ai un transformateur,
un purgeur qui s'appelle purgeur 1, un purgeur qui s'appelle purgeur 2, et une cinématique de machine que j'ai appelée ventilateur. Donc, vous voyez à quoi ces points sont attribués. Vous avez ensuite ici faute, donc les fréquences de défaut. Donc ici, si vous connaissez différentes fréquences de défaut liées à des machines, ben vous les créez ici. Et comme ça vous permettra de pouvoir les attacher à un point de mesure et de les mettre de manière automatique sur un graphe. Les différentes unités, fonctions des capteurs que vous utilisez ici sur la machine, ben on voit un petit peu ici tout ce qui est disponible. Je peux en créer des nouvelles. Déplacement, pression, enfin voilà, ça dépend vraiment des types de capteurs que vous utilisez et que vous allez mettre sur la machine. Alors ici, c'est pour, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ben, les Modbus. Donc ça, c'est pour paramétrer ici vos rapatriements de données Modbus ou OPC. Technique, ici, j'utilise de la vibration et de l'ultrason. Et ici, c'est une librairie d'images dans laquelle vous allez pouvoir mettre toutes les images que vous voulez utiliser pour animer vos dashboards et également les mimiques. Donc, rappel, les mimiques, c'est quand j'utilise ici une image sur laquelle je veux positionner des points de mesure dessus. Vous les mettez ici toutes dedans. Finalement, j'ai ici les machines que je retrouve ici en dessous également. Et à partir de là, je vais commencer à créer les différents types de machines que j'ai envie de monitorer et y attribuer forcément des inputs et des sensors et sur lesquels je vais pouvoir paramétrer différentes choses. Donc, par exemple, ici, je vais en prendre une, par exemple celle-ci, par exemple sur laquelle je vais pouvoir paramétrer des alarmes. Alors, on voit ici que je vais ouvrir un petit peu plus loin. Voilà. Donc, on voit ici que sur ce transformateur, j'ai décidé d'avoir différents processing modes, donc notamment un où j'ai demandé de créer des mesures temporelles à partir duquel j'extrais 2 RMS. Et vous voyez, du coup, sur le paramétrage des alarmes, j'ai la possibilité d'appliquer 2 alarmes sur ces RMS, chose que j'ai faite ici à des fins de démonstration. Cette alarme, c'est de type au-dessus de. Donc, c'est avertis-moi lorsque je suis au-dessus de 12 avec une alarme qui est warning. Au-dessus de 20, entre 12 et 20, c'est alerte. Et au-dessus de 30, c'est danger. Donc, ces alarmes se déclencheront de manière automatique. Je peux, une fois que j'ai collecté des mesures durant une période de temps, j'ai la possibilité d'avoir des alarmes statistiques. Donc, il va analyser et digérer un petit peu toutes les mesures qu'il a enregistrées et proposer des alarmes types. Pourquoi pas? Alors, sur les points de mesure, vous voyez ici sur ce transformateur, je vais aller voir ici. Excusez-moi, je parle beaucoup, donc je bois également. Sur ce transformateur, j'ai un point de mesure qui s'appelle P1. Et sur ce point de mesure, je peux un petit peu le détailler. Là-dessus, je vais également choisir l'endroit où je veux que ma mesure apparaisse sur l'image. Si je l'avais mise là, pourquoi pas. J'attribue le canal à ce point de mesure. Et puis finalement, là-dessus, je vais commencer à créer les processing modes. Donc ici, on voit que je fais 3 traitements. Donc je fais un wave et un spectrum, et 2 types de démodulation. Si je vais dans mon waveform, on voit ici la manière dont je l'ai paramétré. Donc max frequencies, le nombre de lignes, l'overlap, donc tout ça ici pour le spectrum, et ici pour le wave. On voit que ce sont des waves qui vont être calculés sur une période de 5 secondes, et les filtres que j'ai décidé de paramétrer. Alors là-dedans, j'en extrais une RMS. Ma RMS sera exprimée en dB microvolts, et les limites ici, donc ça c'est les limites du capteur. Je retrouve ici ma FFT,
des modulations. Donc ici, j'ai refait un petit traitement différent et toujours calculé sur mon signal temporel. Donc ça, c'est une manière de paramétrer des points de mesure que je peux ensuite, quand j'ai une configuration qui me plaît assez bien, si j'ai envie de la répercuter sur d'autres points de mesure, je peux les copier-coller et les remettre ailleurs. Donc je gagne du temps aussi, je ne dois pas tout reparamétrer à chaque fois. Chose importante dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc c'est la stratégie de stockage. Et ici, je vais vous montrer par exemple sur mon transformateur. Donc j'ai décidé d'avoir dans ma stratégie de stockage un point toutes les minutes dans ma courbe de tendance. Mais dans cette courbe de tendance, je ne garde que la RMS. Donc vous le voyez, je le sais parce que je n'ai pas coché ici Save, Waveform et Spectrum. Mais par contre, je lui ai demandé de garder ici tout ce qui est spectre à chaque fois que, donc vous voyez, j'ai mis une condition, à chaque fois que ma RMS dépasse le niveau d'alarme que j'avais prédéfini. Rappelez-vous, ces alarmes, c'était 12, 15 et 20, je pense. Et comment je lui demande de garder ces spectres? C'est toutes les 3 minutes. Dès que ma condition est remplie, je lui demande de garder ce spectre toutes les 3 minutes. Je pourrais changer et dire que c'est par exemple tous les cycles de la machine, ou encore toutes les 3 heures. Enfin, ça, c'est de nouveau à vous de voir. La seule limite, c'est votre créativité. Donc, je ne vais pas passer à travers tous les différents menus et ce qu'il est possible de configurer, car l'objet ici n'est pas de faire de la formation, mais juste un rapide tour de ce qu'est la solution Vigilant. Et je vais maintenant passer ici sur le dashboard. Donc, une fois que j'ai créé toutes ces configurations de mesure, je vais avoir maintenant la possibilité d'avoir sur le front-end la manière d'interpréter toutes ces configurations de mesure et de savoir comment je veux visualiser l'ensemble de ces analyses. Alors ici, rappelez-vous, j'avais une machine qui était là, MotorFan, sur lequel j'avais créé ici cette page, cet onglet qui s'appelle MotorFan. Ce qui est vachement intéressant ici sur le Vigilant, c'est que je peux à n'importe quel moment aller demander, questionner mes capteurs de manière synchrone sur la mesure qu'il a en live. Donc si j'appuie ici Play Hold Widget, vous allez voir qu'il va commencer à collecter toutes les mesures à l'instant T. On va attendre un petit peu. Voilà, elles arrivent. Et donc là, ici, j'ai en direct tous mes signaux sur tous mes canaux. Alors, rappelez-vous, j'avais mis des fichiers de simulation ici sur cette machine. J'avais un roulement mauvais et 2 roulements bons ici. Je vois mon roulement mauvais ici, je vais essayer de l'écouter. Je ne l'entends pas parce que j'ai mis play ou parce qu'il faut le temps que ça charge. C'est pas grave, je réessayerai avec un autre. Ces widgets, je peux bien sûr les agrandir, comme ceci. Je peux bien sûr aller zoomer et retravailler dedans. Je peux, au besoin, aller venir mettre des curseurs, comme par exemple ici, je le mets un peu au hasard. Voilà. Et essayer de déterminer une fréquence de défaut que je retrouve ici. Je peux voir le spectre associé, évidemment. Et à nouveau, aller remettre ces curseurs. Et avec ma connexion 4G, pas des plus rapides, j'ai dû me mettre en Ethernet. Et quoi qu'il en soit, il est ici mon spectre. Voilà. Si j'ai des fréquences de défaut, je peux les retrouver ici. Je referme. Alors là, c'est une matrice. Et ici, le fameux mimic sur lequel j'ai décidé de mettre mes points à différents endroits. J'ai bien sûr une courbe de tendance ici. Ah mieux vaut tard que jamais.
Donc là, c'est le signal à l'instant T du roulement dans le livre. On va peut-être faire plus simple après. Je vais créer une nouvelle fenêtre ici. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire. Alors, mon fameux transformateur de tout à l'heure, il est ici. Alors, à 8h40 dans ces eaux-là, j'ai, par le biais d'une boîte qu'on appelle Rhapsody Box, donc qui permet de jouer des signaux ultrasonores. J'ai lancé un défaut qui est un effet couronne. On va essayer de l'écouter ici. J'espère que c'est un... Voilà. Voilà. Et c'est en F-board. Si je bouge mon capteur, je vais bouger mon capteur. Donc ça, c'est à l'instant T. J'ai bien sûr mes FFT ici en live. Et ce qui est très chouette ici pour l'électrique, j'avais mis une fréquence de défaut. L'effet couronne destructeur est toujours caractérisé par des harmoniques à 50 Hz, comme on voit ici. Et là, ici, ça c'est très pratique ici, si on vient à faire de l'électrique, avec ma représentation cascade, je vais changer ici. Donc vous voyez ici, ça c'est tous les spectres qu'il a enregistrés. Et ceux qui sont en noir, là en bas, c'est ceux qu'il a sélectionnés pour l'affichage. Il les prend de manière aléatoire. Mais si je diminue ici un petit peu, voilà l'échelle de temps, et que je me concentre ici plutôt sur les nouvelles qui arrivent, voilà, ici je commence à voir mes harmoniques de 50 Hz que je n'avais pas au préalable. Voilà, ici. Demo Bench, ça c'est le petit banc que j'ai utilisé tout à l'heure, sur lequel j'ai toujours mon roulement en faible vitesse qui tourne. Donc à nouveau, je peux mettre play et ici venir voir ce qui se passe à l'instant T, le réécouter, enfin l'écouter en live. Voilà, toujours des chocs. Alors si d'aventure vous n'aimez pas les widgets et la manière dont ça travaille, libre à vous toujours de télécharger les mesures en Wave ou en CSV. Ma courbe de tendance toujours ici en dessous. Alors cette courbe de tendance, j'ai décidé de mettre donc sur la machine qui est DemoBench ma RMS 1 sur l'ultrason et en source 2 mon signal de vibration, comme ça j'ai tout au même endroit. Mais vous pourriez très bien aller venir mettre d'autres sources, voire même des sources venant d'autres machines, si ça porte un intérêt, bien évidemment. Quoi d'autre? On va ici, pour le fun, créer un nouveau dashboard, que l'on va appeler webinaire. Voilà, donc vous voyez, il est blanc, mon espace de travail est blanc ici. Et maintenant, on va commencer à découper cet espace de travail. Bon, je vais le faire un peu au hasard. Voilà, donc vous voyez, vous avez des fenêtres dynamiques ici. Et vous pouvez bien sûr choisir la taille de ces fenêtres. Peut-être faire encore comme ça. C'est vraiment pour le fun. On va laisser comme ça. Et une fois que l'espace de travail est créé, excusez-moi, je suis un peu malade, vous choisissez un petit peu, je vais cliquer ici sur celui qui est vide, et vous choisissez un petit peu ce que vous aimeriez voir apparaître ici. Alors, pourquoi pas, on va commencer depuis le début. Une matrice. Alors, le nom de la matrice, vous choisissez d'abord la machine que vous voulez monitorer. Je vais peut-être ici partir sur le moteur fan, donc sur le ventilateur. Et puis ici, ça c'est vraiment du custom, donc vous choisissez la taille. On va le mettre en médium, pourquoi pas. C'est parti. Et donc là, je retrouve ici, donc pour rappel, sur ce ventilateur, j'avais créé j'ai mis des fichiers de simulation, mais il y avait 3 points de mesure sur 3 paliers. Je pourrais ici, pourquoi pas me dire, tiens, je vois que j'ai ici des valeurs en rouge sur le P1, mais pourquoi pas mettre le signal wave de ce P1. Là, c'est celui-là. Ok, et du coup, comme il y a peut-être un souci, pourquoi pas mettre également le spectre en dessous du
FFP1, voilà. Tiens, l'enveloppe FFP, ici en dessous. Et parce que j'aime beaucoup la couleur rouge, on va le mettre en rouge. Voilà. Alors, ici en dessous, on pourrait se dire qu'on met la courbe de tendance, toujours de ce moteur fan. Hop. En source 1, la courbe de tendance du palier 1, et en source 2, la courbe de tendance du palier 2. Voilà, les points vont arriver. Ensuite, orbite, phase diagramme, ça je ne le fais pas, mais c'est pour de la vibration. Je peux faire également des longues waveforms, jusqu'à plusieurs minutes. Mes représentations cascades, allez, pourquoi pas, on va en mettre une, toujours sur ce moteur fan. Ok, voilà, représentation cascade, mais dans ce cas-ci, rappelez-vous, j'ai une stratégie de stockage. Je n'en ai pas en fait. Donc, ça veut dire qu'il garde que les points de ma courbe de tendance, mais je ne lui ai pas demandé de garder mes signaux wave ni mes FFT. Donc, du coup, ça va rester vide. Donc, ça ne va pas être très intéressant ici. Et ici, finalement, pourquoi pas mettre juste une gauge de mesure. Voilà, ici la RMS. Et on va mettre ça comme un meter. Donc là, j'ai mes valeurs de RMS. Donc, vous voyez, c'est assez ludique. Celui-ci, je vais le supprimer et le remplacer par un truc qui existe, par exemple le mimique, qui est quand même de la vie. Donc, vous voyez, c'est assez ludique. Et quand je vous disais que la seule limite, c'est un petit peu votre créativité, c'est tout à fait le cas. Alors, encore une chose, donc sur cette stratégie de stockage, si je retourne ici sur mon transformateur, sur lequel j'avais une stratégie de stockage, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus trop laquelle elle était. Mais vous voyez ici en dessous, dans mes courbes de tendance, j'avais mis ici, donc vous voyez, j'ai des tout petits points bleus qui m'indiquent qu'à ce moment-là, ça correspond à une mesure. Donc, je vais aller la rechercher. Donc, je navigue ici sur ma courbe de tendance. Et là, ici, je peux avoir accès à une mesure. Donc, dans ce cas-ci, je lui avais demandé d'enregistrer le signal temporel dès que le niveau était en alarme. Et je pense que c'était à peu près toutes les 3 heures. Quand je n'ai rien, c'est que je n'avais rien décidé du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on peut retrouver ici toutes les mesures. L'idée, c'est vraiment ici sur du vigilant, c'est d'avoir une stratégie cohérente et d'éviter d'être boulimique. On est un peu dans une dérive de nos jours où on veut collecter, 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 et puis on a des paquets et des paquets de mesures et on ne sait plus trop quoi en faire. Ici, on propose finalement aux utilisateurs de réfléchir un petit peu avant à ce qui nous intéresse. Alors peut-être qu'on aura une phase d'apprentissage dans laquelle on dira peu importe le niveau d'état de la machine, tu me collectes coûte que coûte une mesure toutes les heures et je les sauvegarde. Mais une fois qu'on a le recul nécessaire, c'est intéressant de se dire, bon, on va rationaliser cette collecte de mesures, on va mettre des alarmes et finalement, on va lui demander de ne stocker que ce qui nous intéresse. Voilà, alors je vais revenir ici sur ma présentation. Donc pour conclure, ici, je vois qu'on arrive, il est 11 heures. Donc le Vigilant, c'est vraiment une solution autonome, ça c'est important de bien le garder en tête. On l'installe, tout est stocké à l'intérieur et on se connecte dessus. C'est totalement personnalisable. Et finalement, c'est abordable parce qu'on arrive avec des prix qui sont assez concurrentiels et attrayants. Dernière chose, forcément, ça combine l'ultrason et la vibration, mais pas que. Rappelez-vous, il y a toujours ces entrées ici statiques sur lesquelles vous pouvez faire de la vitesse de rotation, de la température et autres, pour autant que ce soit compatible avec les mesures. Si vous voulez voir par vous-même et vous connecter ici sur le Vigilant, peut-être ce qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller tout ça ici dans le chat. Voilà. Comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même et un petit peu jouer dessus. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, dans le chat, vous retrouverez l'adresse pour vous connecter à mon Vigilant ainsi que le login et le mot de passe qui est en viewer, mais ça ne vous empêchera pas d'aller voir les configurations de mesure qui peuvent être intéressantes pour vous. Et finalement, ici, vous avez via le lien que je vous communique là, la possibilité de télécharger
notre Success Storybook, donc qui est un condensé de tout ce qu'on a déjà pu faire sur tous les continents du monde, en ultrasons, en vibrations, sur différents types d'applications, soit classées par application, soit également classées par secteur d'activité. Donc, je ne doute pas que vous trouverez des choses intéressantes là-dedans. Voilà, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie à tous pour votre présence. Vous avez mes coordonnées. S'il y a d'autres questions, vous me les envoyez par email ou vous me contactez directement sur LinkedIn. Je suis souvent disponible. Et d'ici là, je vous souhaite un long week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt.